Bonsoir à tous, bienvenue sur Angers 7. Au sommaire ce soir dans ce JT, la manifestation qui a réuni environ 5000 salariés du public et du privé dans les rues d'Angers. Les revendications tournaient autour de l'emploi, des salaires et du pouvoir d'achat. Nous reviendrons également sur la rencontre de football entre Angesco et le Stade Malherbe de Caen. Mené 2-0 par les Canets, les footballeurs angevins ont réussi à revenir au score, ce qui leur permet de remonter à la 4e place du classement de Ligue 2. Enfin, nous conclurons ce journal avec Terra Botanica, le grand parc du végétal qui s'apprête à ouvrir ses portes aux visiteurs. Nous vous proposerons de nous rendre sur place et nous en parlerons avec notre invité Nicolas Moulin, le directeur de Terra Botanica. Environ 5000 personnes ont donc défilé ce matin à l'appel des organisations syndicales. Cette manifestation intervenait, rappelons-le, 2 jours seulement après le second tour des élections régionales. Les jeunes dans la galère, les jeunes dans la misère, on n'en veut plus de cette société-là. C'était une situation prévisible. 2 jours seulement après un vote sanction à l'encontre du gouvernement lors des élections régionales, la mobilisation aura été au rendez-vous ce matin dans le centre-ville d'Angers. Selon les diverses estimations, policières et syndicales, ils étaient entre 4500 et 5000 à défiler. 4 grandes revendications avaient été mises en avant, l'emploi, la retraite, le maintien du service public et les salaires, car selon les organisations syndicales, il existe des marges de manœuvre dans ce domaine. Les négociations actuelles le prouvent, le montrent, il y a des possibilités de négociation. Les marges ne sont peut-être pas énormes, mais en tous les cas, elles sont bien là et les actionnaires, eux, continuent de percevoir des dividendes. Pour les syndicats, cette manifestation était d'abord et avant tout liée à des revendications sociales, même si le contexte politique était bien évidemment présent en arrière-plan. Nous, à la CGT, les choses sont claires, on ne mélange pas organisation syndicale et partis politiques. La CGT avait décidé de cette date en intersyndicale au niveau national depuis déjà un bon mois et demi. Mais en même temps, si les électeurs qui se sont exprimés lors du premier et second tour participent à la manifestation et sanctionnent le gouvernement et portent leurs propres revendications, effectivement, il faut qu'ils soient présents. À noter que quelques élus étaient présents dans le défilé, histoire sans doute de savourer encore un peu la victoire de dimanche dernier. L'objectif aujourd'hui est de marquer encore plus ce message, d'amplifier le message des Français, des électeurs dimanche dernier, car je crois que le président de la République n'a pas pris la mesure réellement de la détresse du pays. Sachez enfin qu'à Cholet, environ 500 personnes ont défilé ce matin. Même chose à Saumur, où 300 participants ont été comptabilisés dans le défilé. Le 16 mars dernier, le policier Jean-Serge Neurin était abattu en Seine-et-Marne lors d'une fusillade par un commando appartenant vraisemblablement à l'ETA. C'est pourquoi aujourd'hui, à 12h15, heure des obsèques nationales de la victime, les policiers de France se sont rassemblés devant leur commissariat, commissariat à Angers, place Lafayette, pour 1 minute de silence. L'objectif était de montrer leur soutien à la famille du défunt. Les insignes étaient barrés d'un bandeau noir. L'événement a évidemment relancé la polémique sur les condamnations et peines encourues par les tueurs de policiers. Effectivement, quand il se passe quelque chose comme ça, on le reprend de plein fouet et on se rend compte qu'on ne fait pas un métier facile, on n'a pas un métier où on est sûr de rentrer le soir. Et à ce titre, on voudrait aussi qu'on reconnaisse la dangerosité de notre métier et l'application des peines planchées au sens strict de la loi, et puis que les gens qui se rendent coupables de ce genre d'actes abjects envers des policiers ou tout corps de métier d'État soient punis sévèrement. En bref, sachez que le PASS, le point accueil santé solidarité, qui avait été fermé à Angers le 3 mars dernier, a été réouvert ce matin. Le PASS qui accueille des demandeurs d'asile et des SDF avait été fermé en raison de problèmes de sécurité. Après l'incendie du 13 mars qui avait endommagé la terrasse du théâtre du Quai, les travaux nécessaires ont été estimés à 200 000 €. 40 mètres carrés de caillebotis en bois doivent être remplacés, ainsi que 100 mètres carrés du bardage de la façade. Le restaurant Coba Lounge, dont 2 baies vitrées avaient éclaté à cause de l'incendie, sera rouvert au public vendredi prochain, une fois quelques travaux de nettoyage et de peinture effectués. Enfin, selon l'enquête de police, les causes du sinistre sont accidentelles. Les éclairages de la terrasse ne sont pas mis en cause. Il s'agirait plutôt d'un court-circuit électrique ou d'un mégot mal éteint.
Les amateurs de suspense ont été gâtés hier soir au stade Jean-Bouin. Les footballeurs d'Angesco, qui recevaient le stade Malherbe de Caen, ont en effet réussi à décrocher un match nul très honorable, grâce notamment à un Claudio Quechirou, auteur d'un coup franc magistral à 5 minutes du coup de sifflet final. Compte rendu de cette rencontre signé Nicolas Didel. C'est beau, un joueur qui ose. Évidemment, c'est encore mieux un joueur qui réussit. Mais quand ces deux-là sont le même joueur, c'est tout simplement extra. Ce lundi soir, le jeune attaquant roumain Claudio Quechirou, prêté au SCO par le FC Nantes, a montré une nouvelle fois toute l'étendue de son talent. Grâce à ce coup franc frappé de loin, il permet à son équipe de revenir au score face au leader canet, la classe. Le coach il a mis les points sur les coups de pied arrêtés. C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé depuis que je suis arrivé. Et je sentais qu'à l'entraînement ça venait, mais en match ça marchait pas. Et je me suis posé la question pourquoi. Et aujourd'hui voilà, j'ai eu la patate, tant mieux. Angers espérait beaucoup de cette confrontation. L'optique de recoller à 2 points du podium en cas de victoire était alléchante. Mais les Canets ne sont pas leaders incontestés de la Ligue 2 pour rien. Leurs 2 buts le prouvent, à la 32e par El Arabi, puis à la 67e minute par Eluchans. Alors, quand Angers trouve la force de revenir, d'abord grâce à ce but de Thomas Mieniel, bien servi par Claudio Quechirou, puis en toute fin de rencontre sur son coup franc magistral, on se dit que cette équipe a du cœur. Ce match nul vaut bien plus qu'un point et justement, aujourd'hui 4e à 4 points de la 3e place, on parle enfin d'ambition retrouvée. Comment penser qu'une équipe qui est 4e, elle n'envisage pas en étant compétiteur d'éventuellement finir 3e? Je ne sais pas si c'est une question vraiment... Bon, ouais, donc ouais, éventuellement on va y penser. Comment on prépare les matchs pour les gagner? Si éventuellement on en gagne plus que l'on en perd, on risque effectivement de se rapprocher de cette 3e place. Samedi 10 avril prochain, dans un tout petit peu plus de 15 jours, Terra Botanica, le premier parc à thème européen entièrement dédié au végétal, pourra enfin ouvrir ses portes au public. Son directeur, Nicolas Moulin, est ce soir notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous sur notre plateau. Est-ce que vous êtes déjà prêt à recevoir vos premiers visiteurs ? On le sera le 10 avril prochain. Pour l'instant, on finit l'installation du parc avec tout ce que cela comporte au niveau de ses circulations pour les visiteurs, l'installation de la boutique et puis l'inauguration qui aura lieu le samedi 3 avril, c'est-à-dire une semaine avant l'ouverture. Il vous reste donc beaucoup de choses encore à préparer. Hein. On s'active, on va voir quelques images qui ont été tournées ce mardi par notre confrère Olivier Molia sur place. Il y a beaucoup d'effervescence dans le parc. Absolument. S'il y a encore à peu près un peu plus de 300 ouvriers là maintenant sur le chantier, c'est qu'il y a encore beaucoup de travail. Il s'agit du travail de finition, d'installation d'objets, d'effets spéciaux qui ne pouvaient pas être faits avant. Donc là, le parc commence progressivement à avoir sa forme définitive. Alors, il faut bien préciser à nos téléspectateurs, et c'est important, qu'il s'agit d'un parc où on voit beaucoup de végétal, mais ce n'est pas que ça, c'est aussi un parc ludique, un parc d'attractions. Absolument. Notre principe, c'est d'abord écrire un scénario où on a différents thèmes qui sont évoqués. Mais dans la manière de les mettre en œuvre, on utilise tout ce que l'industrie des parcs à thème propose, à la fois le cinéma, l'univers des jardins bien évidemment, mais aussi celui des automates ou des systèmes de transport. Donc c'est une véritable découverte avec des modes de découverte radicalement différents d'un espace à l'autre. Alors il y a quelques jours, vous avez fait venir de Vendée des fougères arborescentes géantes. Est-ce que tous vos végétaux sont arrivés sur place maintenant ? Ou est-ce qu'il vous reste encore quelques petits détails à régler? Absolument. Il nous reste notamment les végétaux les plus fragiles, comme certaines orchidées qui vont venir uniquement à partir de lundi prochain, parce que là, pour le coup, il ne faut plus qu'il y ait d'ouvriers à travailler autour, si ce n'est ceux qui disposent ces fleurs un peu plus fragiles que les autres. Au total, vous avez une idée du nombre de végétaux qui seront présentés? C'est très difficile de parler du nombre parce que, par exemple, au niveau des bulbes, il y a déjà plus de 100 000 bulbes, plus de 80 000 vivaces. Donc, on peut imaginer qu'il y ait facilement plus de 300 350 000 plantes. On fera ce décompte et je reviendrai devant vous pour vous donner le chiffre exact. Alors, ce qui fait la particularité de ce parc, c'est que vous êtes sur une matière vivante. Ça change fondamentalement la donne, puisque ça, il faut le prendre en compte. Alors, vous avez eu la bonne idée, si je puis dire, d'ouvrir ce parc au printemps? Oui, bien logique. Absolument. On a
un thème qui nous aide énormément, puisqu'effectivement une visite au printemps, une visite à l'automne donne un aspect radicalement différent. Évidemment, les amateurs éclairés de jardin vont apprécier cela, mais on souhaitait aussi s'adresser à ceux qui spontanément ne se dirigent pas vers l'art des jardins pour qu'ils y trouvent tout autre chose et avant tout un bon moment à passer en famille. Alors l'intérêt justement, c'est que comme il s'agit d'une matière vivante, on pourra passer le voir au printemps, on pourra passer le voir l'été, et puis également l'automne, parce qu'il y a de très belles couleurs. Absolument, d'autant que pour pouvoir tout découvrir, il ne faut plus d'une journée. En faisant le tour de toutes les attractions, tous les cinémas, tout ce qu'il y a à voir et à lire, parce qu'il y a beaucoup d'informations, il faut compter une journée et demie. Donc ça peut motiver 2 visites sur une même année, ou alors de venir une première année à l'automne et de venir la seconde année au printemps. Alors on a bien compris qu'il y avait beaucoup de choses à voir, c'est ce qui justifie le prix d'entrée. Moi j'ai vu 17,50 € pour un adulte et 10 € pour un enfant. Il faut rapprocher ça et mettre en perspective bien évidemment avec les prix des autres parcs d'attractions, parce que c'est vraiment votre vocation. Oui, absolument. Il faut tenir compte des prix pratiqués par les autres collègues parcs à thème, mais également sur la zone du Maine-et-Loire, quels sont les prix pratiqués par les autres équipements. Ces prix-là sont à 50 centimes d'euros près, les mêmes que ceux du zoo de Douai. Et nous, on souhaitait faire en sorte de pouvoir permettre au plus grand nombre de venir dans ce parc, même si, j'entends bien, ces prix sont toujours trop élevés pour ceux qui n'ont pas les moyens de se payer une sortie qui pourrait être à 50 € pour 5 personnes, c'est-à-dire 10 € par personne. Bon, vous avez des tarifs adaptés effectivement. Alors l'ouverture officielle au grand public, ce sera le 10 avril. À 10 h. À 10 h, vous pouvez d'ores et déjà nous dire 2-3 petites choses là, sur ce que vous avez prévu, parce que bien évidemment, il y aura le parc et puis il y aura des petites animations autour. Alors on a prévu tout au long de la saison un certain nombre d'animations, puisque à Terra Botanica, on a effectivement différents spectacles, et puis on a des lieux qui sont faits pour recevoir des animations, comme des concerts, ça peut être de la musique, ça peut être du théâtre, ça peut être de la lecture de contes, et donc tout au long de l'année, sur ces différents lieux, on va avoir ce genre d'animation. Et ce sera un lieu bien évidemment vivant. On va conclure avec ça, Nicolas Moulin. Quels sont les objectifs de fréquentation que vous êtes fixés, par exemple pour cette première année ? Sur une première année d'exploitation, les parcs connaissent beaucoup de succès et peut-être un peu trop. Donc ce n'est pas révélateur. Donc la première année n'est pas révélatrice. Il faut attendre la 3e année pour considérer que là, pour le coup, ceux qui sont venus vont peut-être revenir et on va connaître son marché. Ce qui est sûr, c'est que le parc trouve un équilibre à 250 000 visiteurs et il est fait pour recevoir dans de très bonnes conditions jusqu'à 400 000 visiteurs sur une année, c'est-à-dire à peu près 4 000 visiteurs par jour. Merci en tout cas d'avoir été notre invité ce soir sur ce plateau. C'est la fin de ce JT. On se retrouve demain pour de nouvelles infos.